il m'a dit, tiens Auguste, je te le donne, je ne sais pas ce que ça va devenir chez moi. Au moins, toi, tu me montreras. Alors, son nom est marqué aussi. Ah oui, chaque fois, je marque le nom parce que il faut être respectueux, hein. Je passe devant pour que les toiles d'araignée, elles soient pour moi. Alors, il se trouve que une maman d'élève m'a apporté, comme ça, petit à petit, un certain nombre d'outils d'un bourrelier. Alors, le bourrelier, c'était un homme qui faisait les cartables, qui faisait les gibecières, qui faisait les guêtres pour les chevaux, qui faisait tout un tas de choses comme ça, tout en cuir. Alors, bon, je me suis fait un devoir de respecter ce qu'elle m'avait apporté et de mettre à l'honneur tout ça. Alors, vous avez un certain nombre d'outils. Alors, vous avez ici le gâteau de plomb et vous avez ici ce qu'on appelle les emporte-pièces. Vous voyez, il y en a différents diamètres. Vous avez des gros diamètres, vous en avez de tout petits, et vous en avez même encore un autre qui est plus important encore. C'est un emporte-pièces comme ceci. Vous voyez, pour les parce que le cuir, il faut le couper franchement, net. Il faut des tranchants qui soient bien affûtés pour arriver à faire des travaux propres. Ça, c'est de l'acier, qui est un métal dur, et ça ici, c'est un métal tendre. Donc, quand vous tapez sur du plomb, le tranchant de l'acier n'est pas abîmé. Autrement, à chaque fois, ils auraient été obligés de recommencer. Bon, après ça, vous avez différents types d'outils. Bon. Posez-moi des questions. Vous avez, par exemple, ici, comment ça s'appelle ? Vous voyez, il y a des traits. Pour éviter de reprendre son mètre à chaque fois, il savait à quoi ça correspondait. Et vous avez ici une autre graduation, quoi. Avec des touchés, vous allez sentir les clous qui vous donnent. Vous voyez, c'était une façon de travailler, quoi. C'était leur repère. Cet outil ici, ça s'appelle un rembourroir. Pourquoi un rembourroir ? Pourquoi faire ? Là-bas, vous avez des colliers. Et ces colliers étaient rembourrés avec de la paille et il fallait aller loin pour mettre de la paille, pour mettre du foin, pour que le cheval ne se blesse pas au contact du bois ou au contact du métal. Autre chose, ici, vous avez ce qu'on appelle une pince à assujettir. C'est-à-dire que le bourrelier, il était assis sur sa chaise. Pour coudre, il mettait sa pince, il serrait, et les deux pièces de cuir étaient assujetties, et il pouvait les coudre et les raccommoder. Vous voyez ? Alors c'est une vieille pièce, hein, je vous laisse le soin d'imaginer. Bon, là, elle est un peu abîmée, mais elle a servi pas mal. Hein. Regardez les clous en cuivre pour les fauteuils, parce qu'ils travaillaient pas toujours. Parfois, ils travaillaient autre chose. Les bourreliers, on leur demandait différents types de travaux, quoi. Alors, vous avez ici un type de perceuse qui est assez singulier. Aujourd'hui, on a tous une perceuse électrique à pile et tout ça. Autrefois, ils mettaient ça à l'épaule comme ceci et ils tournaient. Mais regardez le système d'engrenage. Ce ne sont pas des roues dentées. Ce sont des espèces de petites pointes. Vous les voyez ? Tu les vois, toi, mon garçon, là ? Bon, voilà. Bon, il faudrait peut-être agacer un petit peu, hein. Mais c'est vieux, ces outils-là.
Moi, j'ai connu des gens qui faisaient 16 heures par jour. Ils travaillaient à usine Ordona. Ils partaient du matin pour faire 8 heures, 2 à 10. Enfin, ils faisaient 8 heures du matin, ils faisaient les postes du matin, de l'après-midi. Et quelquefois, il téléphonait à sa femme. Je ne reviens pas, il y a un absent et tout ça. Je fais 16 heures. Ils avaient fait 16 heures sur leur journée. Alors, nous passons dans un autre stand. C'est celui du bâtiment. Alors, évidemment, il y a les outils du menuisier. Il y a aussi les outils du maçon, que vous voyez là. Vous avez déjà vu ça, les gens qui sont sur les toits. Ils ont leurs clous ici, quoi. Vous avez ici un autre type de chalumeau. C'est à essence. Alors, c'est très dangereux d'ailleurs. Il y a eu des accidents. Alors, vous cherchez, vous avez la réserve, le bouchon, vous mettez l'essence dedans. Bon, puis ça chauffe. Et le cuivre qui est là, pourquoi toujours du cuivre à l'extrémité des chalumeaux? C'est parce que le cuivre est le meilleur conducteur de l'électricité et de la chaleur. Tout ce qui conduit bien la chaleur conduit bien l'électricité. Et pendant la guerre, on n'avait pas de cuivre. Et donc, les câbles électriques étaient en aluminium. Parce que nous avons, vous le savez sans doute, dans le centre de la France et dans les anciennes colonies françaises, nous avions une production de bauxite. La bauxite, c'est la base de l'aluminium. Alors ici, vous avez un outil auquel j'attache une assez grande importance. C'est ce moule à parpaing. Pourquoi j'attache une importance? C'est sentimental. Parce que quand j'ai fait ma communion, nous étions 6 enfants à la maison. Papa, il a décidé, on dormait à 4 dans le même lit. Hein. Vous imaginez dormir? Tu as déjà dormi avec quelqu'un dans le même lit? Toi, tu as ton lit? Non, mais à 4. 2 au pied, 2 à la tête. Hein. Bon. Papa avait décidé qu'il allait agrandir. Donc, pour agrandir, des briques, ça coûtait cher. Il a décidé de faire des parpaings lui-même. Alors, on tamisait les cendres de feu tous les jours, maman, moi, tout le monde. On tamisait, on récupérait les cendres comme on pouvait, régulièrement. On faisait un mélange. C'était pour ma communion qu'il a fait ça. Hein. Donc, je me souviens très très bien. On mélangeait avec papa, on mélangeait le mortier, 3 brouettes de cendres de feu pour un sac de ciment. Et on mélangeait tout, et on mettait ça dans le moule, là. Et moi, il fallait que je tape pour bien serrer le moule. Et après, vous voyez la tôle qui est là, au-dessus, là. Il y avait une poignée. Alors, la poignée n'y existe plus. On mettait son pied sur la plaque, on mettait la plaque au-dessus, bien sûr, on tirait par les 2 poignées, et le parpaing était plat, était fait. Mais c'était un parpaing plat, hein. Si vous n'avez pas de questions, nous arrivons ici dans la partie vie quotidienne. Je ne me rends même pas compte que j'ai des anecdotes. Mais par exemple, quelque chose que les gens ne voient pas, c'est ça. Je vous l'ai expliqué la fois dernière. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un briquet. Un briquet. Les vieux n'avaient pas d'essence. Et donc, ils débrouillaient et les allumettes, bon, c'était cher et tout ça. Donc, ils avaient ce qu'on appelle un briquet à amadou. On mettait une pierre là-dedans, vous voyez. Ici, il y a une réserve. Je pourrais vous le démonter, mais bon, je vais vous montrer les pierres à briquet. Les voilà, les pierres à briquet. Peut-être qu'il y en a... Au débit de tabac, parce que les débits de tabac étaient gérés par l'État. Oui. Après la guerre 14-18, les veuves des anciens combattants, beaucoup, ont eu la possibilité d'avoir un débit de tabac. C'était une façon d'avoir une retraite. Elles avaient de la famille et tout ça.
Et les pierres à briquet et les tabacs étaient distribués par l'État, quoi. Maintenant, c'est fini. Mais regardez, voilà des pierres à briquet que l'on mettait. C'est des petits trucs comme ça. Il y en a d'autres, vous voyez, dans le tube, là. J'attache peut-être une importance excessive, j'en parle tout le temps, parce que c'est quelque chose qui a disparu. Alors celui-ci, cet outil ici, c'est un outil qui nous a été donné à mon frère et à moi par des Anglais. En 1944, quand les Américains sont arrivés, il y a eu des camions, il y a eu des jeeps et tout ça, je vous en parlerai tout à l'heure des jeeps. C'était au mois de septembre 1944, est arrivé un camion qui s'est installé pas très loin pour la nuit, certainement. Et maman leur a dit, maman a dit à papa, va les chercher, on va faire des frites. Ils vont en manger, parce qu'on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas beaucoup de viande, mais des pommes de terre, on en avait, parce qu'on avait un jardin. Et donc, maman a fait des frites. Et l'huile, c'était de l'huile d'œillette, ou de l'huile de colza. Vous savez ce que c'est que l'œillette? L'œillette, aujourd'hui, on dit c'est du pavot. Et nous, étant enfants, papa, dans son jardin, il y avait de l'œillette. Mais pas seulement papa, beaucoup de gens, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Et ça fait comme le pavot, si vous voulez, ça fait comme une petite poche, et vous avez plein de graines dedans. Et alors, au grenier, maman étendait l'œillette, puis nous, on allait dormir dans la mansarde. Elle disait, quand vous passerez, mangez de l'œillette, vous dormirez bien. Alors on dormait bien, puis j'en mange encore. Hein. D'ailleurs, mes petits-enfants, mais on va dire que tu fais le trafic d'opium et tout ça. Ben, je dis pas du tout, c'est de l'œillette. Bon, bref, le colza, il y avait du colza dans les champs. D'ailleurs, maintenant, on est revenu. Et papa, il allait au moulin, et puis on écrasait les graines, et puis on avait de l'huile pour faire des frites. Voilà. D'ailleurs, un jour, il m'est arrivé une farce. Il avait ramené l'huile dans sa musette, qu'il avait travaillé, et maman l'avait mis sur l'appui de fenêtre, les litres et tout ça. Moi, je pensais que c'était de la bière, alors je l'ai débouché. Avec vous savez, les litres à bière, là, qu'on fait ça, là, puis j'ai bu, bref. Et donc, ces Anglais, ils se sont mis pas loin de la maison, et puis ils avaient ça. Normalement, il y a une attache ici. Ils avaient ça, et nous, gamins, on regardait et tout ça, et ils nous l'ont donné. Alors, je les ai ouverts pour éviter que ça ne se grippe complètement. Voilà. Alors ça, c'était pour ouvrir les boîtes à sardines. Il faisait un trou comme ça. Puis après, quand le trou était fait, ils rentraient dans le trou, ils ouvraient la boîte à sardines. À 7 ans, quand les Américains et les Anglais sont arrivés, je n'avais jamais vu d'orange. Je n'avais jamais vu de banane. Je n'avais jamais vu de chocolat. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a des gosses ou des adolescents qui me laquent d'autres, ils disent bah, on fait comme ça, puis on ouvre le banane, et puis voilà quoi. Bon. Et donc, après, on s'amusait avec les épluchures d'orange, vous savez, à faire des trucs comme ça. Lorsque les Américains sont arrivés avec leur jeep, on a vu des chars. Bon, on faisait des yeux comme ça. Hein. On entendait dire qu'ils avaient débarqué, mais en fait, on ne les voyait jamais. Ils ont débarqué en juin, et nous, ils sont arrivés chez nous au mois de septembre. Alors, les gens disaient ouais, c'est pas vrai, ils n'ont pas débarqué. On n'avait pas d'informations comme maintenant. Hein. Bon. Et donc, quand ils sont arrivés, nous, les gamins, il y a 2 choses qui nous intéressent, 3 choses. Monter dans le jeep. Bon. Deuxièmement, les billes. Parce qu'on faisait des billes avec de la terre nous-mêmes, on les mettait au four, puis ça s'effritait en rien de temps, ça ne tenait pas. Mais les Américains, sur leur jeep, ils avaient des catadioptres, c'est-à-dire des réflecteurs à l'arrière des jeeps, ça fait comme des billes, si vous voulez. Hein. Parce que quand ils sont en convoi, l'armée, quand vous êtes en convoi, c'était d'ailleurs valable de mon temps, il y a un véhicule qui voit le chemin, c'est celui de devant. Les autres, ils ne voient rien. Les autres, ils voient les feux rouges.
Donc ils se suivent suffisamment près pour voir le feu rouge et pas tout près quand même pour ne pas le heurter. Alors nous, on voyait des billes. On voulait démonter, on voulait attraper des billes, des trucs de gamin. Autre chose, vous n'allez pas me croire, et pourtant je vous jure que c'est vrai. On se mettait au pot d'échappement comme ça. Oh, ça sent bon l'essence. On sentait bon l'essence. Alors il y avait de l'essence blanche, il y avait de la rouge, il y avait de la bleue. On n'avait jamais rien vu de tout ça. Et alors les Américains, ils avaient de tout. Ils avaient des chewing-gums, ils avaient du Nescafé, ils avaient des cornets de bif. Et alors on ouvrait, puis on mettait de l'eau, puis on avait du café. Mais nous, on n'avait pas de café, on avait de la chicorée, on avait de la chirloute, comme on dit dans le Nord. Hein. Bon, ce sont des bricoles, des détails d'enfants que je vous relate là, mais qui pour moi sont importants. Parce que ce sont ceux que j'ai vécus. Ah oui. Ah ben, je ne saurais pas jeter une bille, hein. Ah non, jamais. Oui. À l'école, notre instituteur, après la guerre, en 1945, on a commencé à avoir des billes et tout ça. Et notre instituteur, il jouait aux billes avec nous dans la cour. Oui. Alors lui, il avait le droit, il avait une bille en acier comme ça, on mettait des billes en triangle. Alors il avait le droit, il disait, c'est moi, je suis seul à avoir le droit d'avoir une grosse bille en acier. Les billes qui sortaient, ils étaient à lui. Alors nous, on disait, non, enfin, des trucs d'enfants. Vous connaissiez? Non? Bon, c'est une forme... Bon, l'important, c'est la pâte. Hein. Bon, ça, c'est le moule. Hein. Bon, ça, ici, on mettait ça dans le lit où on allait à l'église, à la messe de minuit, avec ça. Hein. Mais il n'y avait pas de chauffage hein, dans les églises. Hein. On mettait ça par terre. Ou bien, il y a un texte, je ne sais plus qui, dans les Pyrénées, où les enfants partaient à l'école avec des pommes de terre cuites, bien chaudes dans les mains, pour ne pas avoir l'onglet. Dans le Nord, le feu au charbon était la pièce importante. Hein. On ne se chauffait que dans il n'y avait qu'une seule chambre où il y avait du chauffage. Hein. C'était généralement la cuisine. Hein. Et puis les enfants, quand ils rentraient de l'école, leurs chaussettes étaient mouillées parce que c'était pas goudronné comme maintenant. Il y avait des ornières comme ça. Ben bon, la guerre, vous savez, c'est terrible. Bon, bref. Toujours est-il que on se rassemblait, on mettait nos pieds. Quelquefois, il n'y avait pas de lumière, parce qu'il y avait les bombardements, ceci, cela. Le seul point d'éclairage, c'était le petit trou du feu à charbon. On ne voyait que ça. Et les hommes, comme ils n'avaient pas d'allumettes, et les morceaux de carton, vous savez, des kilos de sucre, vous voyez, on découpait tout ça, puis on mettait dans le trou, puis les hommes, ils allumaient leurs cigarettes avec du tabac qu'ils cultivaient, qu'ils faisaient eux-mêmes. Hein. Alors, à la maison, maman a eu 6 enfants, mais peut-être même qu'elle en a eu un 7e qu'elle a perdu. On n'a jamais bien su, mais ça doit être vrai. Mais comme nous, maman, il y avait des choses qu'elle parlait, qu'elle évoquait avec ses filles, mais que les garçons, nous étions éloignés de la conversation, quoi. Et après l'accouchement, il y avait sans doute des lavements. Mais ces 6 enfants sont nés à la maison, quoi. Hein. Et c'était la sage-femme. Savez-vous combien je pesais quand je suis né? Je ne m'adresse pas à vous, vous n'y connaissez rien, comme moi. Donnez un chiffre, un poids. 2,5 kg. Combien? 2,5 kg. 11 livres et demi. Ça fait presque 6 kilos. On nous disait, bon, tu vas aller chez ta grand-mère. Puis on revenait, maman était couchée, et puis t'as une chaude sœur. Puis voilà, quoi, c'était comme ça, quoi. La maternité n'existait pas, ça se passait dans toutes les maisons, c'était pareil, quoi. Mais c'était un domaine où les garçons nous disaient, oh, ça ne vous regarde pas, c'est pas... Alors nous, on nous envoyait promener, on s'en allait, quoi. Puis vous connaissez? Oui, là c'est le verrou. On mettait les braises.
Et pourquoi il y a des trous? Pour permettre l'oxygène de passer et de continuer d'entretenir la braise. J'en ai un autre à la maison, parce que ma femme fait aussi collection des fers à repasser. Oh, il est grand, il fait un poids terrible. Les gens en avaient deux, hein. Deux tartes, hein, deux porte-tartes, hein, des fois trois, hein, parce que les familles étaient nombreuses. Ça, c'était les communions, les mariages. Et on allait chez le boulanger. On portait les plats, les plateaux à tartes. Hein. Toutes les femmes faisaient des tartes. Tout le monde savait faire des tartes. Il y avait des tartes prunes, il y avait des tartes à la crème, il y avait des rhubarbe, il y avait toutes sortes. Hein. Ah oui, alors ça, c'est merdiqué dessus. Mon cartable payé par le patron de papa en 1948. Parce que mon instituteur est arrivé en 1945. Il y avait, c'était la guerre où on sortait de l'école, on était ouvrier agricole, on était ouvrier à usineur, ou on était à manœuvre chez les maçons, etc. Quoi. Et puis, lui, il est resté 12 ans. Quand il est parti, il y avait 12 bacheliers dans le village. Il n'avait jamais eu. Et tous des enfants d'ouvriers. Tous. Et moi, j'étais l'un des premiers. Même le premier à quitter le village, à aller en pension, comme on disait. Mais la pension, c'était réservé à des gens riches. Hein. Mais nous, famille nombreuse, papa qui était ouvrier, il avait travaillé à vélo tous les jours. Il avait commencé à 12 ans. Il a travaillé 53 ans dans la même entreprise. 53 ans, un demi-siècle. Bon. Alors, donc, un jour, il est venu à la maison et il a dit à mes parents, voilà, je souhaiterais que Auguste, c'est mon prénom, il passe le concours des bourses. C'était un concours pour entrer en 6e. Hein. Et c'était le concours pour les enfants d'ouvriers. C'est le concours d'entrée en 6e qui servait le concours des bourses. Et un jour, on est allé passer le concours, on a pris le train pour la première fois. Moi, j'ai pris le train pour la première fois jusqu'à Cambrai. Et puis là-bas, il se trouve que pendant les grandes vacances, nous avons reçu un courrier disant que j'étais reçu avec une bourse 6/6e. Interne 6/6e. Ça veut dire que je ne payais rien. Je partais le lundi par le train avec ma valise et mon cartable. Mais ma valise, c'est un spécimen d'une rare beauté. C'est une valise en bois. Et avec ça, tu vois, mon garçon, avec ça, j'en avais pour 15 jours. Parce que l'autobus coûtait 1 franc. C'est-à-dire 0,15 € aujourd'hui. Bon, c'est pas tout à fait, mais ça coûtait 1 franc. Et maman l'avait dit, tu ne peux pas revenir toutes les semaines. Tu reviendras tous les 15 jours. J'habitais à 12 km, c'est comme à Vennes-Floursy. C'était trop loin, ça coûtait trop cher, parce qu'il y avait des frères et sœurs et tout ça. Quoi. Moi, j'étais le 3e dans l'ordre des 6. Quoi. On n'avait rien. On n'avait rien. Savez-vous, je suis arrivé en 6e. C'est la première fois que j'ai eu de l'eau chaude. J'étais en seconde. Nous avons été internes. Et encore, parce qu'ils avaient installé des douches. Donc, avant la seconde, on ne prenait jamais de douche. La douche, c'était du luxe. Et donc, on se lavait à l'eau froide. C'était une autre vie. On n'était pas malheureux parce que nous étions tous pareils. On ne se posait pas de questions de savoir si là avait ceci. On avait tous une blouse. Et, chose incroyable, en 6e, il fallait une cravate. Donc en 6e, il fallait savoir faire son nœud de cravate. Ici, vous avez le hachoir à herbe. Vous connaissez? Bon, maman, elle faisait ça, elle mettait dans des grands bocaux. Elle mélangeait des herbes avec du sel. Et puis à l'hiver, pour faire la soupe,
on n'avait pas de congélateur, et les hivers étaient beaucoup plus froids qu'aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez. Et ici, ce sont des pinces à sucre, mais pendant la guerre, on n'avait pas de sucre. Donc, un sucre comme ça, on le coupait en 4, quelquefois en 8. Ça dépendait si on en avait ou si on n'en avait pas. Les gens, quand ils avaient un peu d'économie, ils achetaient un tonneau de vin. Quand ils avaient une communion, quand il y avait un mariage, on faisait ses économies à l'avance et on achetait le vin en quantité. On lavait les bouteilles, puis il faisait bouillir les bouchons pendant 3-4 minutes et après vous mettez un bouchon là-dedans et vous poussez et le goulot ici est... Il faut mettre le bouchon, mais il faut que le bouchon soit humide et été bouillanté. Comme ça, il s'écrase plus facilement. Bon, papa est né avant la guerre 14-18. Il avait 7 ans quand son père est parti à la guerre. Et après, il s'est trouvé soutien de famille. Alors, voilà les outils de papa. Une partie, hein, il y en a encore, mais... Et quand il est décédé, je me suis dit, bon, ben, je peux pas... Non, je ne peux pas laisser partir. Donc, j'ai tout ramené. Ma femme m'a dit, que tu vas faire? Je ne sais pas. J'en sais rien, comme d'habitude, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et quand je me suis mis, il a fallu refaire la hotte. Là, c'est la cheminée, c'est le conduit de la cheminée qui est en bas. Et voilà, j'ai utilisé ce conduit pour faire ça, quoi. Ça s'appelle un Villebrequin. Vous voyez, il y en a toute une série différents. Vous avez des mèches. Ça, c'est pour faire les trous. Là-haut, des scies, des maillets, des... comment ça s'appelle? Une herminette. Ça s'appelle une herminette là-bas. Et ici, vous avez un maillet à étoupe. Un maillet avec ici de l'étoupe. Et là, ce sont des burins à étoupe. Qu'est-ce que c'est que l'étoupe? L'étoupe, c'est du chanvre. Et quand vous... parce que c'était des péniches en bois qui faisait mon père. Hein. Donc, quand vous avez 2 planches, que vous réparez des planches de péniche en dessous, mais que les planches, comme c'est du chêne, pour aller dans l'eau, il faut que ce soit du chêne. Hein, vous laissez un petit jour entre deux. Parce que le chêne, quand il gonfle dans l'eau, ça ferait... Donc, il faut laisser un petit jour. Et entre deux, vous mettez de l'étoupe. Comme ceci. On voit ce monsieur-là, c'est pas mon père, on voit ce monsieur avec son burin à étoupe en train de calfeuter. Et le maillet qu'il a, le voilà. Alors, lorsqu'il était au travail, aujourd'hui, les ouvriers, ils ont de la graisse toute prête, quoi. Mais eux, ils n'avaient pas ça, donc ils avaient leur réserve de graisse. C'est une boîte à graisse. En fait, c'est du cochon. C'est de la graisse de cochon, c'est du saindoux. Ça sent encore. Ah, ça sent fort. Hein. Regardez la trace. Ça fait... moi, ça fait 50 ans que je l'ai. Mon père a commencé en mine... Bon, mettons, ça fait... Elle a peut-être 100 ans, cette boîte-là. Ça, ici, ça s'appelle un volet. Vous avez peut-être déjà vu ça chez les menuisiers. Il y a un trou dans l'établi. Et le trou sert à recevoir, ici c'est plus petit, à recevoir cet outil, ce valet. Alors le valet, il est dans le trou, et quand vous voulez tenir une planche que vous n'avez personne pour vous aider, c'est lui qui fait le valet. Le valet, c'est-à-dire l'ouvrier. Et donc, un coup, il est dans le trou, on donne un coup de maillet dessus, ça serre et ça ne bouge plus. La planche est coincée. Ça ici, c'est ça. Ça s'appelle un vérin à vis. Et ça ici, c'est le chevron qui allait là-dedans. Donc il y avait un vérin comme ça, tous les 2 mètres, pour une péniche qui faisait 30 mètres de long. Et à charge, une péniche, ça fait 300 tonnes quand même, à charge. Hein. Et donc, ils étaient à 2. Et alors, ici,
À cette vis étaient suspendus des points, des maniques avec les chaînes, comme maintenant on a des Fenwick, là, vous savez, qui viennent comme ça. Mais ici, vous avez la même chose. Ce sont des poignées qui venaient sous la péniche et quand ils avaient bien mis la poignée, elle était bien serrée contre, ils tournaient un chevron de chaîne, ils passaient au deuxième, etc., etc. Et petit à petit, la péniche se levait. Et après, ils allaient en dessous enlever les planches qui étaient abîmées pour les réparer et mettre de l'étoupe. Et voilà le petit banc de papa. Le voilà. Il l'a fait en 1924, donc il y a 100 ans. Et vous avez Samar ici, avec le goudron. Vous avez encore des traces de goudron. Oui. Ça ici, j'y tiens beaucoup. Quand mes parents sont décédés, évidemment, il y avait des draps, il y avait toutes sortes. Et puis, une de mes sœurs dit, « Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Je dis, « Moi, je le prends. » « Qu'est-ce que tu vas en faire ?»« Rien. » Voilà, j'en fais rien. C'est le maillot de corps que papa a porté pendant des années et que maman a raccommodé pendant des années. Mais non, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Quand je vous dis que pour prendre l'autobus à Venflourzy, je ne pouvais pas revenir toutes les semaines, hein. C'est ça, vous n'imaginez pas. Hein. Savez-vous que quand j'ai passé le bac, mes deux sœurs s'étaient mariées. J'ai passé le bac un vendredi. J'ai une de mes sœurs qui s'est mariée au mois d'avril et moi, deuxième sœur s'est mariée le samedi. Donc, le lendemain que j'avais passé le bac. Eh bien, je n'avais pas assez d'argent pour acheter un cahier de brouillon. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir le peintre du village. Je lui ai dit, Jean, tu n'as pas des vieux catalogues de tapisserie? Pourquoi faire? Pour réviser. Donc, il m'a donné un vieux catalogue et je révisais là-dessus. C'est ça qui est difficile à comprendre, mais j'aime bien vous raconter ça parce que par des détails, on mesure mieux.